Bonsoir à tous. À ce jour, plus de 2 milliards de personnes n'ont pas un accès régulier à une alimentation sûre, nutritive et suffisante dans le monde. Alors que la demande en nourriture est de plus en plus grandissante avec une démographie croissante, voilà la COVID-19 qui vient porter un coup à la production, mettant en cause l'atteinte de l'objectif durable numéro 2, à savoir la faim zéro. À l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation célébrée chaque 16 octobre, on se penche dans l'entretien de ce soir sur la situation alimentaire et nutritionnelle dans le monde avec notre invité, Clément Dagninou. Il est chargé des programmes à l'ONG Hunger Free World Bénin. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. Alors, la question de l'alimentation, comme je le disais, est aujourd'hui au cœur de toutes les attentions. À votre avis, pourquoi? Et c'est très simple et c'est parce que l'homme doit se nourrir. Et cela, il va de sa santé. Et à travers l'alimentation, l'homme arrive à apporter à son organisme les micronutriments nécessaires pour assurer sa santé et le bon fonctionnement de son organisme et aussi pour renforcer le système immunitaire. Donc, au-delà de ça, pourquoi cette question d'alimentation de plus en plus est au cœur de toutes les préoccupations? C'est parce que de nos jours, on a constaté que plus de personnes ont faim dans le monde. Et cela est dû au fait que le problème de disponibilité et d'accessibilité des produits alimentaires se pose. Donc voilà les raisons qui expliquent pourquoi l'alimentation est au cœur de toutes les actions. Alors justement, selon la FAO, qui est l'Organisation mondiale de la santé, il paraît qu'il y a près de 690 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, soit 10 millions de plus qu'en 2019. C'est-à-dire, cette année, il y a 10 millions de personnes qui sont plus affamées qu'en 2019. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? On va aller pas à pas et on va expliquer d'abord pourquoi ce chiffre de 690 millions de personnes à travers le monde. Et vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus, il y a la croissance démographique qui est là. Et normalement, lorsqu'il y a croissance démographique, il doit avoir des stratégies pour pouvoir accroître la production. La production alimentaire, à la croissance démographique, ce qui n'est pas actuellement le cas dans la majorité de nos pays. Et aussi, le peu qui est disponible n'est pas bien réparti. Ce n'est pas bien réparti. Vous n'êtes pas sans savoir que même à Cotonou, ici, il y a certains ménages qui ont les moyens, qui arrivent à assurer les 3 repas journaliers. Et au même moment, il y a des ménages qui sont à côté, mais qui n'arrivent pas difficilement ont accès à un seul repas. Alors que ces ménages qui ont les moyens arrivent à se nourrir et gaspillent ou bien jettent le surplus à la poubelle. Donc il y a une mauvaise répartition et c'est en cela que la communauté internationale appelle à une certaine solidarité mondiale par rapport au problème de la faim. Donc, il y a le problème de la croissance démographique qui ne va pas de pair avec la production agricole. Et au-delà de ça, il y a une mauvaise répartition. Et les prévisions disent que d'ici 2050, la population mondiale va atteindre 10 milliards d'habitants. Donc, il urge que des stratégies soient, c'est-à-dire mises en œuvre dans ce sens pour pouvoir corriger l'écart entre la croissance démographique et la croissance de la production alimentaire. On va en arriver aux stratégies dans le déroulé de cette émission. Mais déjà, intéressons-nous un peu au cas du Bénin. Quand on prend le Bénin, qui est notre pays, à votre avis, je ne sais pas si vous avez fait des études en ce sens, mais est-ce que la faim recule au Bénin ou elle augmente? Et je dirais, dans un premier temps, que ce problème existe au Bénin également. Puisque c'est, quand on s'en tient aux chiffres, environ plus d'1 million de personnes dans le Bénin souffrent de la faim. Au Bénin, plus d'1 million de personnes. Oui, souffrent de la faim au Bénin. Donc c'est un problème de plus en plus préoccupant. Et quand on analyse les chiffres de, disons, 2009 à 2017, puisque actuellement il y a des études en cours pour pouvoir actualiser
les données. Mais quand on s'en tient au chiffre de l'analyse globale de la vulnérabilité et de la sécurité alimentaire qui a été menée en 2017, on a constaté que la proportion des ménages en insécurité alimentaire, quand on prend le cas de l'année 2009, la proportion est de 12%. Et en 2013, c'est descendu à 11%. Et en 2017, c'est descendu, ça a diminué de 9,60%. Donc le problème, c'est passé à 9%. Oui, à 9,60%. Donc c'est un problème qui existe, mais la faim recule, on peut dire oui, puisque depuis quelques années, les gouvernements qui se sont suivis ont mis en œuvre certaines politiques, certaines stratégies pour pouvoir corriger, renverser la tendance. Et on dit chez nous, puisque il reste à faire, rien n'est encore fait. Donc le chemin est encore long. C'est un défi qui nous est lancé, nous acteurs qui intervenons dans ce domaine, pour pouvoir relever la tendance. Alors, d'après vos chiffres, c'est que la situation s'empire. Oui. Ça, c'est jusqu'en 2019. 2017. Oui. La situation s'empire jusqu'en 2017. Alors, ce qui veut dire que de 2017 à aujourd'hui, on pourrait espérer une petite amélioration. Mais pour que cela s'améliore encore plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Au fait, par rapport à cette situation de la faim, il y a des actions à mener et des leviers sur lesquels il faut agir pour pouvoir inverser la tendance. Et parmi ces actions à mener, il y a la promotion de l'agriculture et de l'élevage, puisque tout à l'heure j'ai parlé de la disponibilité et de l'accès aux produits de première nécessité qui fait défaut. Donc il faut promouvoir l'agriculture et l'élevage pour pouvoir augmenter la production agricole. Ça, vous parlez de la production locale? Oui, de la production locale. Il faut qu'on parte de nous-mêmes et de nos potentialités. Donc, au-delà de ça, il faut aussi encourager la culture des produits vivriers, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et faire en sorte que ces produits vivriers soient disponibles de façon durable. Puisque il arrive à quelques périodes de l'année où il y a des périodes de soudure. Il faut corriger cet état de choses et encourager la culture de contre-saison. Puisque en période de sécheresse, il ne faudrait pas que les acteurs de la production agricole puissent croiser les bras et attendre la nature. Si quelque chose peut être fait dans ce sens, ça va aussi améliorer la situation. Il faut promouvoir la mécanisation de l'agriculture et aussi et surtout protéger les terres contre l'accaparement. Puisque les cultures dont nous parlons ne se font pas, c'est sur la terre ferme que ça se fait. Il faut que cette terre cultivable soit disponible. Donc, il faut lutter contre l'accaparement des terres, puisque la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont les moyens, qui achètent les terres et qui ne les mettent pas en valeur. Heureusement que le nouveau code a pris les dispositions pour pouvoir corriger cela. Donc, éviter cet état de choses aussi. Ça va un peu améliorer la situation. Autrement dit, la lutte contre la faim au Bénin est possible. C'est possible. Si on prend des dispositions, si on met en œuvre des stratégies pour pouvoir relever la tendance, c'est possible. Alors, mais l'autre défi qui se pose également, vous parlez de production locale, il se pose la question de l'entrepreneuriat local, il se pose la question aussi de l'accès à la terre, qui aujourd'hui est de plus en plus difficile pour les populations. On sait que les femmes ont souvent tendance à très souvent cultiver la terre, mais elles ont du mal à avoir accès à la terre, ce qui implique peut-être une révision de la Constitution aussi pour permettre aux gens d'avoir beaucoup plus accès. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce sens-là? Sinon, il y a des dispositions légales qui existent. Quand on prend le Code des personnes et de la famille, nous, Hunger Free World, notre structure, dans la zone où on intervient, et l'héritage, c'est-à-dire le don de terre aux femmes n'était pas une réalité. Mais il a suffi qu'on mène des séances de sensibilisation sur le Code des personnes et de la famille. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut reconnaître qu'actuellement, il y a certaines améliorations dans ce sens. Et ce n'est qu'à travers les sensibilisations, les plaidoyers, on pouvait amener
nos communautés, nos populations et les élus locaux à améliorer cet état de choses. Autrement dit, c'est possible. Il y a une part de responsabilité auprès des communautés. Voilà. Surtout les élus locaux. Les élus locaux peuvent, à travers des initiatives, encourager les femmes à aller dans ce sens. C'est possible. Ça peut se faire. Alors, mais le rôle de l'État, on a parlé de l'entrepreneuriat agricole. Des jeunes ont envie d'aller à la terre, mais ils ont des difficultés à aller à la terre. Ils n'ont pas d'accès au financement. Ils ont du mal à trouver le financement auprès des banques. Ils n'ont même pas la terre. Cela pose autant de problèmes qui obligent l'État central, si il veut lutter contre la faim, à permettre à ces gens-là d'avoir accès à la terre plus facilement, d'avoir des moyens plus faciles. Est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, avec la législation qui est en place, est-ce que l'entrepreneuriat agricole aujourd'hui est une chose effective? C'est possible. Et au fait, le grand problème auquel on est confronté, c'est que la majorité des jeunes ont une certaine réticence à aller à l'agriculture. Et c'est pas que, ça dit, quand on produit, il y a la demande locale qui est là. Donc la demande existe, mais on a une certaine réticence au niveau des jeunes. Et c'est vrai, c'est dû au fait au problème que vous venez de soulever tout à l'heure. Et si, dans ce sens, il peut y avoir des politiques pour pouvoir encourager ces jeunes, pourquoi ne pas arriver au point où on peut mettre en place certaines structures de microfinance pour accompagner ces jeunes. Je me dis c'est une affaire de politique, c'est une affaire de stratégie et c'est possible. C'est possible si on s'y donne. Alors on sait que l'année 2019 a été l'une des pires, on va dire comme ça, et cela continue jusqu'en 2020 avec l'avènement de cette pandémie-là qu'est la Covid-19. Est-ce qu'on peut dire que la Covid-19 a impacté la production, a impacté la situation alimentaire dans le monde? Oui, bien sûr. Comment? Et la pandémie a eu une répercussion sur la production alimentaire, puisque avec l'avènement de la pandémie, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la fermeture des frontières, il y a eu certaines dispositions qui ont été prises, et du coup, il y a le prix des produits de première nécessité qui a augmenté. Et selon les données du PNUD, et il y a pour cette année 2020 déjà un gap, c'est-à-dire un plus de 10 millions de personnes comparativement aux années antérieures 10 millions de personnes qui souffrent de la faim. C'est inédit. Quand on compare aux années passées, c'est inédit. Et des prévisions disent que si rien n'est fait, d'ici la fin de 2020, il aura, en plus de ces 10 millions, un gap de 83 à 130 millions environ de personnes qui vont s'ajouter à cette population de personnes qui ont faim à travers le monde. C'est dit que cette pandémie a eu des effets néfastes sur l'alimentation et sur la production alimentaire. Et il urge que des stratégies soient revues pour que l'atteinte des objectifs ne soit pas mise en mal. Mais cela n'a pas, la Covid n'a pas tout de même empêché les producteurs, les cultivateurs d'aller au champ. Ils avaient la terre à côté, ils pouvaient toujours continuer à produire. Pourquoi est-ce que les prix ont flambé? La fermeture des frontières est certes une chose, mais les producteurs ont continué à produire. S'il y a la production, s'il y a la demande, forcément les prix devraient rester stables. Oui, le problème c'est que les produits, c'est-à-dire, je disais à l'entame que la disponibilité cause problème. Donc, c'est vrai que ces produits existent, mais pas durables. Et parfois, on est obligé de faire appel à l'exportation pour pouvoir combler ce vide et ce besoin. Et c'est là qu'intervient, c'est-à-dire l'augmentation des prix. Sinon, ce qui se produit se consomme, mais ça ne suffit pas. Et c'est en cela que des politiques doivent aller dans ce sens pour pouvoir augmenter la production agricole et
satisfaire aux besoins des populations. Mais sachant que la COVID-19 ne nous a pas encore laissé, qu'elle est encore là, peut-être pendant encore un bon bout de moment, bon bout de temps, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en sachant que la COVID existe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle stratégie il faut mettre en place en lien avec la COVID-19 pour faire face à cette situation, à la sécurité alimentaire, ou plutôt pour relever les défis de la sécurité alimentaire? Le défi important et principal, c'est de rendre disponible et d'une façon durable les produits locaux nutritifs. Et pour arriver à cela, il faudrait que, comme je l'ai dit à l'entame, qu'on puisse, c'est-à-dire promouvoir l'agriculture et l'élevage, amener les acteurs du domaine agricole à améliorer leur production, et cela va relever un tant soit peu le défi et la disponibilité. Et au-delà de ça, si l'alimentation si les produits sont disponibles, il faudrait éviter le gaspillage et la mauvaise gestion, c'est-à-dire en faire une bonne gestion et une bonne répartition de ces produits agricoles. Il faut aider surtout les petits producteurs c'est-à-dire cultiver et à vendre les produits, surtout les produits locaux nutritifs, puisque le constat, c'est qu'on remarque de plus en plus que dans nos régions, il y a certains producteurs qui s'adonnent plus aux cultures de rente, plus qu'aux produits vivriers. Donc il faut les sensibiliser dans ce sens et les amener à s'intéresser à des cultures qui peuvent, c'est-à-dire apporter une valeur ajoutée, apporter une valeur nutritive à l'alimentation des ménages. Quand je prends le cas de notre structure Hunger Free World, dans la zone où on intervient, on a constaté que les paysans s'adonnent plus à la culture de l'ananas. Vous parlez de quelle zone? De la zone, de la commune de Zé. Okay. Oui, et plus précisément dans Dodjibata. Et on a amené des associés et les responsables des structures déconcentrées de la commune de Zé, comme l'ATDA, et aussi les nutritionnistes qui nous ont aidés à faire des recherches sur des cultures qui répondent au climat de la zone et qui peuvent beaucoup apporter à l'amélioration du statut nutritionnel des ménages. Et c'est ainsi qu'on a encouragé les producteurs de la zone, plus de 169, à s'investir dans la culture du haricot, du soja, du sésame et aussi de l'arachide. Et on a constaté que ça a beaucoup aidé les producteurs et aussi les ménages. En même temps où ils produisent, ils arrivent à satisfaire les besoins nutritionnels de leur ménage, et ça déjà c'est important. Mais le problème, ou plutôt cette façon de faire que vous avez implémentée à Z devrait se faire un peu partout, puisque le climat n'est pas pareil partout, la terre même n'est pas pareille partout. Oui. En fait, on est dans la dynamique, puisque les paysans qu'on encadre, on les encourage à partager l'expérience avec d'autres, au-delà même de la commune de Zé, s'ils peuvent partager l'expérience et dans les communes où les terres sont disponibles et c'est possible de faire ce type de culture, s'ils peuvent partager l'information à leur tour à 5 ou 10 autres paysans. Et là, la chaîne n'est pas coupée, ça va continuer. Mais là, cela implique également la responsabilité aussi bien des autorités locales, parce qu'ils doivent participer et veiller à ce que cette méthode-là soit continue un peu partout. C'est ça. Et dans ce sens, souvent, on a au moins 2 fois par mois des séances de sensibilisation à l'endroit de ces élus locaux. Et souvent, on mène aussi des activités de plaidoyer. Puisque Hunger Free World, son but global, c'est de réaliser le droit à l'alimentation. Et ce droit à l'alimentation, pour le réaliser, on le fait à travers 4 piliers essentiels. Il y a le développement communautaire, où on met en œuvre des projets. Et c'est l'un des projets phares du développement communautaire, par exemple, c'est le projet nutrition, et oui, où on amène les mères d'enfants et les pères d'enfants à améliorer le statut nutritionnel de leurs enfants, et aussi la communauté à prendre des initiatives pour pouvoir améliorer la nutrition
au niveau de leur localité. Et au-delà du volet développement communautaire, il y a aussi le volet jeunesse. Et ça, c'est très important. Voilà, qui implique les jeunes dès le bas âge à avoir des idées de responsabilité, à prendre des responsabilités et à s'intéresser surtout à l'entrepreneuriat agricole. Et on les amène aussi à ça. Et un autre troisième pilier, c'est le plaidoyer, où on travaille avec la communauté à porter les problèmes vers les autorités locales pour pouvoir trouver des solutions. Et ces défis vont dans le sens de la réalisation du droit à l'alimentation. Et le dernier pilier qui est la sensibilisation, qui est un pilier transversal et qui traite de tout pour amener, éveiller la conscience des populations pour qu'ils puissent mener des initiatives vers la réalisation du droit à l'alimentation. Mais à votre avis, est-ce que les populations même sont conscientes qu'elles ont un droit à l'alimentation? Oui, elles sont conscientes de ça. Et parfois, les communautés connaissent le problème. Mais comment se lever, prendre des initiatives, compter sur elles-mêmes pour pouvoir résoudre ce problème, pour pouvoir relever ces défis, pose un peu problème. Et c'est dans ce cadre que Hunger Free World est là pour pouvoir les accompagner, les amener à... Alors on a fait une situation un peu globale, une situation, on va dire, difficile. La situation alimentaire dans le monde, elle est aujourd'hui difficile. Alors qu'on sait que l'objectif, l'ODD numéro 2, nous parle de la faim zéro à l'horizon 2030. Alors nous sommes déjà en 2020, on a à peine 10 ans encore devant nous. Est-ce qu'on peut atteindre la faim zéro d'ici 10 ans? Bon, n'est-ce pas là un rêve utopique? Bon, c'est pas un rêve. C'est un défi qu'il faut se lancer. Et c'est vrai que l'avènement de la pandémie a faussé les pronostics. Et ce n'est pas une raison pour se croiser les bras. C'est vrai qu'il reste 10 ans, puisqu'on tend vers 2020. Et je pense que le mieux à faire, c'est de revoir les stratégies et les politiques en fonction de la situation actuelle. Et puisque c'était une situation qui n'était pas prévue. Et il faut tenir compte de la situation et être optimiste. Et si on vous demandait à vous aujourd'hui peut-être de conseiller face à cette situation, on vous dit la Covid est là, on n'a pas prévu ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Tenir compte de cette pandémie pour faire face, ou plutôt pour relever ce défi-là. Quel conseil donneriez-vous? Et le premier conseil que j'aurais à donner, c'est d'abord trouver des stratégies pour pouvoir contrecarrer le choc provoqué par cette pandémie. Et la première des choses à faire, c'est de sensibiliser tout d'abord les populations pour qu'ils comprennent l'existence de la pandémie, puisque dans certaines contrées, les gens continuent de penser que ce n'est pas une réalité. Donc, il faut les sensibiliser et les amener à, surtout les acteurs qui sont dans la production, à s'investir dans des cultures qui peuvent beaucoup apporter à l'alimentation. Et de façon communautaire, de façon locale. Il faut, quand vous dites beaucoup, vous parlez de quantité ou de qualité? La qualité, surtout insister sur la qualité, puisqu'il y a des produits qui sont à haute valeur nutritive et qui peuvent renforcer le système immunitaire. Et quand on a un système immunitaire défaillant, c'est qu'on est plus exposé à la pandémie. Donc, c'est d'abord de les sensibiliser et d'amener les acteurs qui s'investissent dans la production à aller dans ce sens. Et au niveau de l'État, il faut que l'État puisse accompagner ces acteurs, prendre des dispositions pour les accompagner et les amener à améliorer ce qu'ils faisaient. Et parce que dans tout cela, c'est les couches
les plus vulnérables qui sont exposés. Donc voilà, si on peut avoir des politiques dans ce sens, pour mettre en œuvre des stratégies dans le sens de l'amélioration des conditions de travail et de vie de ces populations, ça va plus. Puisque je me rappelle longtemps, il y avait un peu partout dans certaines contrées des boutiques témoins où les populations pouvaient se procurer ces produits de première nécessité. Mais de nos jours, cela n'existe plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une autre politique en ce sens-là. Mais on sait que pour la Journée mondiale de l'alimentation de cette année, le thème qui a été retenu, c'est cultiver, nourrir, préserver ensemble. Quand on prend ce thème, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Oui, au fait, c'est un thème qui colle un peu à l'actualité, puisque la pandémie du Covid-19 oblige. Et quand on prend le premier élément dont vous avez parlé, qui est de cultiver, et il faudrait que l'agriculture, à l'étape où on en est, c'est vrai que ça n'arrive pas à couvrir la demande actuelle en matière alimentaire. Il faut arriver à cette fin. Il faut arriver au niveau où cette agriculture va améliorer et même apporter un plus aux besoins alimentaires des populations. Donc, à ce niveau cultivé-là, il faudrait que l'agriculture soit diversifiée, qu'on ne se limite pas seulement à certains produits vivriers. Il y a une panoplie de produits vivriers. Après, on nous dit de nourrir et de préserver ensemble. Oui, nourrir, il faudrait que cette agriculture puisse satisfaire les besoins de la demande actuelle de la population en croissance. Et préserver, il faudrait que cette culture, cette agriculture puisse tenir compte des normes environnementales. Et enfin, ensemble, c'est dans une solidarité. Et il faudrait que tous les acteurs se sentent concernés par cela, puisque la question de l'alimentation, ça nous concerne tous. Merci à vous, Clément Daïnou. On est au terme de cette émission. Merci d'être passé sur ce plateau. On retient avec vous que la question de l'alimentation nous concerne tous et que chacun est appelé à jouer un rôle très important dans la chaîne alimentaire. Vous pouvez suivre cette émission en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver une autre fois.